Donc, je me présente, Yassine Hamoudi, je suis un expert la partie infra et data center. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu rapidement euh, la plateforme Proxmox VE, Virtual Environment. Et après, on va voir une petite comparaison avec les autres hyperviseurs, à savoir VMware et Hyper-V. Après, on va voir la partie migration et ce qu'on peut faire. Le son, il est bon, j'espère. Ok, on va commencer. Proxmox, c'est une solution open source, euh, c'est-à-dire open source, la licence, elle est gratuite, euh, avec un support optionnel. Donc, تقدروا تشروه كيما تقدروا ما تشروهش par rapport au support. Proxmox, il est basé sur un OS Debian en utilisant la technologie KVM et LXC pour le container. Il a une interface web intuitive pour la gestion des clusters, du stockage, de la sauvegarde. Nativement, il peut aller jusqu'à euh, 32 nœuds. On peut gérer plusieurs serveurs sur une seule interface. Il supporte plusieurs stockages, ZFS, NFS, SCSI, plusieurs types de stockage. On peut l'intégrer avec reste à payer avec d'autres échos. Ou bien c'est des outils ou bien des applications tierces autour. Donc, pour commencer, on va essayer de voir les fonctionnalités existantes par rapport à VMware ESXi et Microsoft Hyper-V. Donc, Proxmox, c'est un hyperviseur de type 1, c'est-à-dire bare metal. Donc, euh, on va l'installer directement sur la couche hardware. Donc, on appelle ça un hyperviseur de type 1. Donc, si vous voyez le tableau, donc, que ça soit Hyper-V, VMware, c'est des hyperviseurs de type 1. Parlons de licence. Si on voit bien, euh, par rapport à VMware ou bien Microsoft, les deux hyperviseurs sont des hyperviseurs payants. Donc, par rapport à VMware, depuis le rachat de VMware par Broadcom, les prix deviennent très très chers. De plus, les licences perpétuelles, ils ont arrêté les licences perpétuelles, donc ça devient des abonnements en nombre de cœurs. Donc, conclusion, pour renouveler le support, ça devient très 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 cher. Si vous avez déjà une plateforme existante VMware. Yann, il y a un souci par rapport. Il y a deux soucis, c'est-à-dire les licences sont très chères et si vous voulez migrer vers, même si vous voulez migrer vers les dernières versions, euh, VMware applique des une liste de compatibilité des versions 6. On cible l'écrire juste la version 9 de VMware
n'est pas supporté sur tous les serveurs. Donc, il y a une certaine obsolescence du matériel. Donc, لازم تروحوا في une génération جديدة de serveurs pour que vous puissiez installer la dernière version. Euh, Hyper-V, c'est plus ou moins, il est compatible avec presque les serveurs. Donc, reste, il faut inclure, l'hyperviseur, c'est un rôle. S'il vous plaît, ولا تقدر couper le son, le micro برك, on vous entend. شكون- ok, c'est bon. Donc, voilà. En parlant de fonctionnalité, le hot, il est propriétaire, bien sûr, ESX, Hyper-V. Proxmox, il est basé sur Linux, donc sur une Debian personnalisable. La gestion une interface de gestion, VMware عندك vCenter. Il faudra installer vCenter pour avoir une gestion de plusieurs serveurs. Hyper-V, même chose, il faudra soit Admin Center ou bien System Center pour une gestion globale. Par contre, Proxmox intègre nativement une interface web légère qui permet de gérer un ou bien un cluster de nœuds. Voilà, l'avantage, c'est très léger. En plus, en parlant de compatibilité hardware, Proxmox supporte les générations, les anciennes générations. Exemple, HP Gen, Gen 8 ou un plus vieux que ça fonctionne le plus normalement du monde. Donc, tout ce qui est gestion des VM Linux ou bien la gestion Windows, ça s'intègre parfaitement en ajoutant bien sûr les Virtaio, c'est les drivers, c'est l'équivalent de VMware Tools. And Proxmox, on appelle ça Virtual.io, c'est des drivers qui doivent être installés après la création d'une machine virtuelle. Donc, voilà. Le système de fichiers en VMware, c'est du VMFS. En Microsoft, c'est du NTFS ou la REFS avec des systèmes de fichiers partagés. Chez Proxmox, on a le ZFS ou l'X3 donc c'est très intéressant. L'avantage d'utiliser Proxmox, euh, chez VMware, on appelle ça du stockage distribué, vSAN. Le stockage distribué, c'est d'éliminer un stockage partagé, une baie de stockage. Donc, on peut utiliser les disques locaux des serveurs pour créer un espace partagé entre les serveurs pour qu'on puisse activer la haute disponibilité et les migrations à chaud entre les nœuds. Chez VMware, c'est vSAN, et Microsoft, c'est Storage Space Direct, S2C, 2D. Chez Proxmox, c'est du CEF. Et on peut l'utiliser on peut utiliser GlusterFS aussi. C'est un, c'est un projet open source pour du stockage partagé. Les options Live Migration à chaud, vMotion chez VMware, Live Migration et chez Proxmox, on a
Live Storage Migration et Live Migration. Donc, on peut déplacer une machine virtuelle d'un nœud vers un autre en utilisant cette fonctionnalité à chaud, c'est-à-dire la machine virtuelle, elle est toujours joignable sur les réseaux et on peut lui changer de nœud d'exécution. Voilà. La fonctionnalité de la haute disponibilité, elle est, elle est disponible sur les trois. Euh, L'intégration d'une solution de sauvegarde natif. En fait, VMware n'inclut pas euh, une solution de sauvegarde native sur un cluster ESX. Donc, il faudra acheter une solution de sauvegarde, acquérir une solution de sauvegarde tierce, genre Vim, NetBackup ou bien autre, pour assurer de la sauvegarde. Même chose pour Hyper-V. Par contre, Proxmox, il intègre une solution intégrée de sauvegarde. De plus, il a une autre solution de sauvegarde. Elle s'appelle Proxmox Backup Server. C'est une solution qui s'installe sur un serveur ou bien sur une VM qui permet de faire le job d'un logiciel de sauvegarde, qui est aussi licence gratuite, support optionnel. La gestion les conteneurs. VMware, il faut que vous achetez une autre solution, Tanzu, pour gérer les conteneurs. Elle n'est pas native. VMware propose nativement la possibilité d'utiliser des conteneurs à travers Docker. Proxmox il a une solution de conteneurs intégrés, on appelle ça LXC. Et le support, bien sûr, d'un cluster Kubernetes ou la Docker. On voit les fonctionnalités sur la partie réseau. SDN, réseau SDN, c'est-à-dire un switch distribué entre plusieurs nœuds. Si vous avez un changement sur une configuration réseau sur un nœud, avec l'utilisation du SDN, cette configuration, elle va être appliquée carrément sur l'ensemble des nœuds, avec d'autres fonctionnalités de sécurité, de monitoring. Donc, chez VMware, on a NSX, NSXE. Il est extrêmement puissant, mais très cher et très complexe à gérer. Hyper-V, on peut utiliser SDN via Azure Stack HCI. Chez Proxmox, il intègre nativement plusieurs types de switches, donc Linux Bridge, Open vSwitch et du STN intégré. Donc voilà. Côté GPU ou la PC pass-through, c'est-à-dire on va mapper les ports PCI du serveur physique. Généralement, on l'utilise sur des cartes graphiques. Si vous avez, par exemple, un serveur équipé d'une carte graphique, on peut mapper la carte graphique directement sur la machine virtuelle en utilisant cette technologie ou cette fonctionnalité. Ça va permettre sur des projets intelligence artificielle, on sait que l'intelligence artificielle locale demande de la puissance GPU, donc on pourra facilement mapper cette carte graphique directement sur une machine virtuelle. Les fonctionnalités clonage, snapshot, donc les trois supportent
cette technologie de clonage. On peut cloner et mettre des snapshots pour euh, des machines virtuelles. Les API, l'automatisation, les trois sont bons par rapport à tout ce qui est Shell, CLI et REST API. Les mises à jour, la, la différence entre les mises à jour des, euh, des OS, c'est que Microsoft et VMware, c'est vraiment critique et compliqué de mettre à jour un, un ESX ou bien avec Proxmox, il y a une interface web très facile pour mettre à jour votre serveur. Côté apprentissage et formation, donc la complexité, elle est différente, c'est-à-dire pour apprendre à utiliser, déployer VMware, c'est plus ou moins compliqué. Même chose pour des solutions un petit peu complexes, euh, Hyper-V. L'avantage avec Proxmox, il y a une prise en main très facile et rapide, documentation très riche en, de la partie. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je ne sais pas. Araco toujours là. Allô, allô? Oui, ça va. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais bien que ça soit un petit peu interactif. Alors, Bitnarf, est-ce que vous avez une expérience sur un hyperviseur ou là, vous utilisez quel hyperviseur, Thomas? C'est clair, pas pour le moment. Ok. L'avantage de, on a vu toutes ces fonctionnalités, mais Proxmox, donc on va parler de l'écosystème de Proxmox. Donc autour de Proxmox, il y a plusieurs projets euh, qui vont se greffer et s'intégrer à la solution Proxmox. À savoir, par exemple, Proxmox Backup Server, donc, ou bien Vim. Pour information, Vim Backup and Replication, c'est une solution de sauvegarde leader dans le domaine de la sauvegarde. Il a intégré depuis la version 12 le support de Proxmox. Donc c'est un point fort pour la solution Proxmox. Euh, on a aussi Proxmox Helper Script. Donc c'est une bibliothèque. Donc on va essayer d'aller sur le site. Pendant donc Proxmox Helper. Donc si vous allez sur petite recherche, vous mettez Proxmox Helper Script, vous allez tomber sur le site. Donc c'est quoi Proxmox VE Helper Script? C'est un ensemble de scripts d'automatisation de déploiement d'applications. Donc vous allez avoir ici un ensemble de catégories. Vous voulez installer une base de données, par exemple MongoDB ou bien
euh, PostgreSQL. Donc, si jamais par exemple, je sélectionne cette, ce script, on va utiliser une seule commande pour déployer notre serveur. Euh, Ici, on va voir est-ce que c'est un conteneur ou bien une machine virtuelle. Donc la richesse, elle est là. Donc on ne va pas installer manuellement l'OS et installer l'application, la configurer. Elle vient automatiquement euh, déployer. Elle va être déployée automatiquement. Donc il y a une richesse ici, plusieurs domaines. Donc la partie monitoring, dashboard, des solutions sur la partie networking et sécurité, euh, tout ce qui est développement, intelligence artificielle. Vous pouvez avoir des Open Web UI, Olama directement. Donc, avec une seule commande, vous allez la copier, la mettre sur le shell et automatiquement un assistant va vous guider au déploiement euh, de l'application. Alors, la présentation. Voilà. C'est un très bon outil. On a aussi Proxmox Prox Center. En fait, c'est un projet euh, d'une console centralisée modulaire qui permet de gérer une multitude de clusters avec l'ajout de plusieurs fonctionnalités sur l'interface, des technologies telles que DRS, Distributed Resource Scheduler, c'est pour la gestion des montées en charge des nœuds. Il va déplacer euh, une option intéressante sur la partie immigration, donc hyperviseur migration. Donc l'outil, il va nous aider à migrer d'autres hyperviseurs. On va le voir après. Il intègre plein de fonctionnalités. Donc ici, on a d'autres projets autour euh, Pegaprox, Proxmox. Il y a une vingtaine de projets sur l'écosystème de Proxmox. Voilà. Si on voit par exemple l'architecture quelle est l'architecture d'installation en production de Proxmox. Au fait, Proxmox, il s'adapte à tous les scénarios d'installation. Donc, que ce soit une petite entreprise avec un seul serveur standalone jusqu'à une entreprise multi-site avec plein de serveurs, plusieurs clusters. Donc, j'ai schématisé un schéma classique de un site central, un site DR avec plusieurs nœuds sur un cluster, des machines virtuelles en exécution, du Ceph, ZFS, LVM. Donc, c'est les types de stockage supportés par Proxmox. Donc, on peut faire du HCI en utilisant le Ceph, donc le stockage distribué, ou bien on peut utiliser une baie de stockage en convergé en utilisant le SMB ou la NFS pour partager, pour avoir un stockage partagé entre les nœuds. Avec PBS, on a une fonctionnalité de réplication, donc on pourra faire un croisement des machines virtuelles.
supposons le site principal, on a des machines qui marchent opérationnelles. Sur le site DR aussi, on a d'autres machines virtuelles. Donc, on fait la sauvegarde locale des machines virtuelles Hado sur le stockage local, mais aussi on peut faire répliquer ces machines virtuelles sur le site distant. L'avantage avec PBS, c'est qu'il supporte les technologies de déduplication et compression et il va envoyer juste les données différentielles. Donc, il va optimiser la bande passante entre les deux sites. Donc, si, par exemple, le site principal, il a un souci, on va essayer de restaurer une machine virtuelle en local. Si tout le site il est en panne, on pourra carrément déclencher les machines virtuelles qui sont sauvegardées sur le PBS et rendre les applications disponibles. Donc, l'utilité de Proxmox Prox Center, c'est une interface globale qui permet de gérer plusieurs clusters donc à tous les niveaux, un seul serveur, plusieurs serveurs sur un cluster ou bien plusieurs clusters. Donc vous aurez une visibilité globale. Voilà. Maintenant, on va aller sur la partie migration, VMware et Hyper-V. Quelles sont les méthodes de migration? Donc, si vous avez une plateforme existante sous Hyper-V ou bien sur VMware, on a plusieurs méthodes de migration. La première, c'est manuel en utilisant des commandes de backup intégrées, c'est-à-dire on va exporter les machines virtuelles au format OVA, bien un autre format des disques des machines virtuelles natifs, que ce soit sur VMware ou bien euh, Microsoft, Hyper-V, et on va les importer, les convertir en ligne de commande et les importer. Cette solution, elle marche, mais ça demande de l'expertise et des commandes natives sur la console. La deuxième fonctionnalité, Native Proxmox, elle concerne juste les plateformes VMware. Donc, sur Proxmox, maintenant, on a la fonctionnalité, la possibilité d'ajouter un ESX, un stockage ESX directement. Donc, il va voir le data store de VMware sur la partie Proxmox. Et avec l'interface web, on pourra importer carrément la machine virtuelle sur la plateforme Proxmox. Directement, on va mapper par la suite le nombre de CPU, le nombre de cœurs, la mémoire. On va choisir les cartes réseau. On va mapper les deux, en fait, l'ancienne configuration de la VM vers la nouvelle configuration. Une troisième méthode, c'est de faire utiliser Vim Backup and Replication. Vous allez me dire que c'est payant. Donc, l'avantage avec Vim Backup Replication, vous avez la possibilité d'avoir une solution, une version Community Edition et une version évaluation avec toutes les fonctionnalités qui permettent de l'installer temporairement lors de la migration. Donc,
on a sur Vim comme solution de migration, donc on a plusieurs techniques. Donc la technique la plus intéressante, c'est de faire une sauvegarde. De fait que Vim supporte plusieurs hyperviseurs. Donc Vim, il supporte l'hyperviseur Hyper-V, ESXi et Proxmox. Donc on peut faire une sauvegarde des machines virtuelles sur, sur Vim, sur un stockage partagé de sauvegarde. Et après, on va restaurer carrément cette VM sur un nouveau hyperviseur tel que Proxmox. Le backup restore, on a deux fonctionnalités. On a la fonctionnalité euh, bare metal restore ou bien live restore. Instant recovery, instant recovery. Donc, on pourra utiliser ces deux fonctionnalités pour restaurer notre machine virtuelle. Voilà. Une troisième méthode, enfin quatrième méthode, c'est d'utiliser Prox Center. L'avantage avec Prox Center, c'est qu'il supporte nativement aussi Hyper-V, VMware et aussi Nutanix. Donc, il va nous permettre de migrer plusieurs VM en simultané. Bien sûr, tout dépend de votre matériel, votre réseau et votre configuration infra. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cinquième méthode, c'est la méthode applicative qui veut dire on va installer, par exemple, si vous avez un Active Directory, si vous avez une base de données SQL ou bien autre application. Si vous maîtrisez la solution, donc l'application, vous avez donc on va créer une nouvelle machine virtuelle. On va installer l'OS sur la nouvelle sur le nouveau hyperviseur Proxmox avec les drivers tout opérationnels. On va faire une migration applicative, c'est-à-dire on va utiliser si c'est du Active Directory, on va appliquer les migrations applicatives d'Active Directory. Si c'est un serveur DHCP, on va utiliser les meilleures pratiques pour Microsoft pour migrer cette application. Si vous avez une base de données X ou la Y ou la fournisseur tierce d'application, on va suivre les procédures de migration applicative de chaque application. Donc, en termes de recommandations par rapport à un projet de migration, en fait, ces méthodes, on a une richesse de migration. Donc, comment choisir? Pour moi, la meilleure méthode de migration, surtout sur les parties migration applicative, c'est la meilleure façon. Donc, installer un nouvel OS, une configuration native sur Proxmox et faire une migration applicative. Si dans le cas on n'a pas l'accès aux développeurs de l'application, on a des contraintes avec le support de l'application, donc on va aller sur les méthodes, que ce soit backup restore, native Proxmox ou bien manuel, ou bien utiliser Vim pour cette... Alors, quelles sont les étapes à suivre
les trois étapes à suivre pour réussir une bonne migration euh, Proxmox, vers Proxmox. La première étape, elle est très importante, c'est la partie planification et sécurisation de la plateforme existante. Donc, dans cette partie, dans cette étape, donc on va faire un inventaire de l'existant, c'est-à-dire une liste des machines virtuelles, fichier Excel qui va contenir la configuration de chaque machine virtuelle, que ce soit en ressources, que ce soit en dépendance applicative avec les autres machines virtuelles, avec le réseau, les prérequis, partie licensing. Donc on va étudier en profondeur la partie infrastructure existante. On va sauvegarder, bien sûr, un plan de sauvegarde sur les machines virtuelles existantes, à savoir les sauvegarder et tester la restauration. Donc, que ce soit sur VMware ou bien Hyper-V, on doit avoir une sauvegarde de chaque machine virtuelle. Les fenêtres de maintenance. Donc, il faudra bien planifier les fenêtres de maintenance parce que euh, toutes les méthodes de migration demandent un arrêt complet de la machine virtuelle. Donc, l'idée, c'est comme, donc, de planifier dans des heures creuses pour faire les migrations, planifier deux, trois machines à migrer pour ne pas avoir euh, par la suite des soucis avec les applications de production. Après cette étape, vous allez rédiger, on appelle ça un plan de migration, c'est-à-dire euh, on va savoir quels sont les groupes d'applications qu'on va commencer, les groupes d'applications critiques et le séquencement des migrations entre les machines virtuelles. L'étape 2, c'est l'exécution du plan de migration, c'est-à-dire on va utiliser les méthodes qu'on a déjà vues, que ce soit manuel, native Proxmox, Vim Backup, Proxmox Center, applicative ou autre. Après, quand on finit avec cette étape, donc on a tout migré, donc il y a la troisième étape, c'est la partie supervision, test et tuning, cleanup, décommissionnement. Cette étape, elle est importante, c'est-à-dire on va nettoyer l'ancien écosystème. Donc, sur les machines virtuelles, on va avoir les anciens drivers de VMware, des adresses IP incorrectes, des drivers, des applications euh, installées par rapport à l'ancien hyperviseur. Donc, on va décommissionner les anciens serveurs et les nettoyer. Euh, je vous recommande aussi d'avoir un partenaire de service. Pour information, je suis consultant, donc je pourrais vous assister sur toutes ces étapes, c'est-à-dire depuis l'étude de la migration, donc l'inventaire, la migration, les tests, la supervision, le déploiement aux normes, donc configuration, disponibilité des nœuds, configuration du CEF, du SDN, la partie networking. Je fais la migration, bien sûr, la migration des applications et la formation des ingénieurs et le support, bien sûr,
pouvez avoir un support local sur votre plateforme. Donc, on a vu la planification et sauvegarde. Donc, il faudra utiliser des outils tels que RV-Tools, Nmap pour découvrir l'écosystème existant, bien étudier les vérifications techniques, compatibilité matérielle, les pilotes, les espaces. L'espace de stockage, c'est important. Donc, il faudra avoir l'état de santé des applications, euh, organiser des fenêtres de maintenance validées avec un plan de reprise d'activité. Donc, vous allez faire une liste à checker, voilà. Donc, 95% des problèmes évités, une bonne planification, voilà. Donc, on a vu les méthodes. La deuxième, donc, on a la méthode manuelle, native, Proxmox, euh, la méthode Vim Backup and Replication, Prox Center et applicatif. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Ok, il y a une question. Est-ce que on peut avoir une partie de l'infra en Proxmox et une autre en VMware où il faut tout migrer? Non, on peut faire une partie on migre quelques applications en Proxmox et l'autre partie, donc c'est intégrable. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Hmm. Donc déjà vous pouvez, bien sûr, si vous n'avez pas donc, l'expérience sur Proxmox, hein, comme une expérience sur la partie VMware, donc vous allez commencer, Zama, par exemple, de migrer des applications les moins critiques sur Proxmox. Et dès que vous aurez la maîtrise, vous pouvez aller sur la totalité. Voilà. D'autres questions sur la partie migration? أنا حبيت نعرف est-ce que vous avez du, du VMware ou la hyperviseur? Est-ce que vous gérez des hyperviseurs VMware Hyper-V? Vous pouvez parler, hein? Allô, allô? Ok, ok. Alors, on continue. Donc, si vous êtes une entreprise qui a un projet de migration, je peux faire une offre sur toutes les parties. Donc, je vous accompagne de A à Z. La partie déploiement, clé en main, la migration, la formation et après le support euh, par rapport à ça. Donc, on va on va voir un petit peu la partie pratique des choses. En fait, j'ai une machine, une workstation, j'ai mis en place sous Hyper-V euh, une plateforme complète. Donc, j'ai un, 2, 3, 4 nœuds Proxmox en cluster, en HCI et un cinquième
qui représente un site distant. J'ai deux serveurs BPS et j'ai un serveur Proxy Center. Donc, on va essayer de se connecter sur notre cluster. Est-ce que vous avez déjà une expérience avec Proxmox? Est-ce que vous avez déjà utilisé Proxmox? Voilà, sur cette interface, on va voir. Donc, je me suis connecté directement de l'adresse IP ou bien DNS, le premier nœud. Donc, on voit là, donc j'ai accès aux quatre nœuds sur une seule interface. Donc, on a une vue globale sur notre quatre nœuds. Donc, on a la configuration pour chaque nœud et on pourra créer des machines virtuelles. Déplacer les machines virtuelles, migrer, cloner, stopper, rebooter, créer des templates, créer des snapshots. Voilà. Sur mon cluster, j'ai utilisé du Ceph. Donc, j'ai utilisé une solution Ceph, c'est-à-dire je vais utiliser les disques locaux de chaque nœud. Chaque nœud a deux disques. Ils vont être utilisés pour créer un espace de stockage distribué. J'ai créé en RF2 et RF3, donc c'est-à-dire facteur de réplication égal à 2, ou bien facteur de réplication euh, égal à 3. Donc là, une copie, deux copies ou bien trois copies des données seront répliquées sur les autres nœuds. Par rapport à la solution euh, de migration, donc on va aller sur la partie data center, on va aller sur la partie stockage, on va créer ici une connexion vers un nœud ESX. On va choisir un ID, l'adresse IP du serveur ESX, les credentials et on va ajouter. Une fois ajouté, on aura une visibilité sur les machines virtuelles. On va cliquer sur importer la machine virtuelle et ça va nous permettre de migrer la machine virtuelle de VMware vers Proxmox. On va aller sur la partie euh, l'interface de Proxmox Center. Voilà, l'interface de Proxmox Center, c'est c'est l'application qui va vous permettre de gérer
cluster. Voilà. Donc ici, c'est comme si c'est un vCenter pour les utilisateurs de VMware. Donc, on a une vision globale sur plusieurs clusters, le site central, le site DR, avec les nœuds pour chaque nœud, les machines virtuelles qui sont en exécution. Voilà. Donc, vous avez une vue sur la totalité du cluster. Donc, comme des dashboards de performance, loading, l'utilisation de la mémoire. Donc, et vous pouvez aller sur une vue sur niveau cluster, nombre de nœuds, les invités, la haute disponibilité, une vue globale. Vous pouvez aller sur le nœud, vue sur niveau nœud, donc l'utilisation CPU RAM, la configuration de chaque nœud, ou bien aller jusqu'à la configuration de la machine virtuelle. Vous aurez les options, les actions, les opérations par rapport à la machine virtuelle. Donc vous pouvez démarrer, mettre en pause, hiberner, arrêter, redémarrer, réinitialiser, cloner, toutes les fonctionnalités. Migration, donc vous pouvez migrer euh, les, euh, les machines virtuelles d'un nœud vers un autre. Vous avez une fonctionnalité de dashboard. Vous pouvez gérer des dashboards personnalisés, les configurer comme vous voulez. Donc, vous pouvez changer la disposition. Vous pouvez ajouter des widgets, plusieurs types de widgets, l'état des nœuds, disponibilité sur la partie sauvegarde, les ressources, la partie stockage, automatisation, état de DRS, état de reprise d'activité. Vous pouvez ajouter des widgets carrément directement sur l'interface. Vous validez. Vous pouvez mettre un écran en plein écran pour un affichage sur des, des, des grands écrans pour la supervision et monitoring de votre data center. Partie inventaire. On a vu l'inventaire, c'est la partie où on pourra gérer toute votre infrastructure. La partie topologie, vous pouvez avoir automatiquement une topologie sur votre infrastructure. Dans notre cas, on a un cluster qui gère plusieurs nœuds, 4 nœuds, et il a un serveur de backup, PBS, donc on saura que avec un schéma, donc les machines virtuelles en bas, voilà les machines virtuelles qui sont exécutées sur le nœud 2 par exemple. On peut grouper par rapport à la configuration réseau, par rapport au tag. On peut l'exporter en PNG, mettre en plein écran. Donc, vous avez plusieurs fonctionnalités par rapport à une vue réseau. Voilà. Ou bien une architecture, toute l'infrastructure globale. Une vue géographique si vous avez des sites distants. Voilà. Sur la partie topologie, même chose sur la partie stockage, vous aurez une visibilité sur le stockage utilisé. Il y a une fonctionnalité ici pour changer ok, c'est pas là. Tiens, voilà. Pour aller sur le dark mode, voilà, utilisation, voilà, pour changer les thèmes de l'affichage. Donc, vous avez une visibilité sur le stockage SAP, tout ce qui est
stockage distribué. Donc, vous aurez des notifications, des dashboards, des schémas ou bien des graphes de performance d'utilisation de la mémoire, des entrées-sorties, l'état en temps réel. Des dashboards sur la partie sauvegarde, les tâches sauvegardées, intégrées carrément directement sur l'interface avec des graphiques et possibilité de euh, générer des rapports. Une fonctionnalité aussi intéressante, une plateforme d'images prêt à être déployée directement. Donc, vous voulez déployer Ubuntu, Debian, une machine, n'importe quel OS. Donc, vous utilisez la partie déploiement automatisé. Donc, vous cliquez sur déployer. Vous allez choisir la cible, matériel, configuration cloud init et ça va automatiser le déploiement euh, de votre machine virtuelle. Ces fonctionnalités sont gratuitement, donc vous pouvez avoir plus parce que Prox Center, c'est un outil gratuit, certes, mais avec des fonctionnalités avancées qui sont payantes, à savoir la partie DRS, la partie State Recovery, la partie sécurité réseau, flux de réseau, toutes ces parties sont payantes. Donc la partie DRS, donc c'est une fonctionnalité qui va permettre de surveiller le workload des machines virtuelles sur les serveurs et elle va gérer le, le basculement des machines virtuelles de telle manière à équilibrer la charge de travail de chaque serveur. Voilà, donc les recommandations, les règles affinité, anti-affinité entre les machines virtuelles. Donc, on va configurer ici les fonctionnalités. On a la partie la plus intéressante, c'est que on peut ajouter carrément euh, des environnements VMware, Hyper-V, Nutanix, XCP-NG pour une migration directement. Donc, on va aller sur, par exemple, ESX. On va mettre ajouter. On va donner le nom du cluster, l'adresse IP du ESX, les privilèges et activer la migration. Salam alaikum Hakim. أنا أسمعك. Vous avez des questions, Samer? Est-ce que vous avez des questions? Donc la partie... voilà. Donc j'étais ici. Donc on peut ajouter directement euh, les ESX ou bien le vCenter, la configuration vCenter et permettre de faire la migration directement de l'interface. Il supporte Nutanix, Hyper-V. Il y a la gestion des utilisateurs, le rollback, la conformité. Donc, vous pouvez checker directement l'état de votre infrastructure. Donc, est-ce que vous êtes conforme? Il va vous dire que telle fonctionnalité, vulnérabilité ou bien une configuration qui est mal configurée, qui va être... voilà, donc vous aurez les politiques.
Donc, vous allez exiger les politiques. Vous avez des profils à créer par rapport aux conformités. Donc ici, vous allez lancer les checks sur un cluster, un serveur ou bien sur la totalité des nœuds. Voilà. L'événement, vous aurez les logs sur toute la partie infrastructure. Il y a une fonctionnalité très intéressante par rapport aux changements. Donc, suivez des changements. Donc, il va traquer tous les changements effectués sur le cluster. Donc, par exemple, création, modification, il va euh, traquer, mettre en évidence les changements effectués sur votre infrastructure. Les alertes, vous pouvez configurer des seuils d'alerte pour vous notifier ou bien aller sur des plateformes de supervision autres. Gestion des rapports, donc vous pouvez créer des rapports automatisés sur plusieurs données, infrastructure, alerte, utilisation, inventaire sur un inventaire complet, les capacités, la partie sécurité, compliance. Donc, vous pouvez générer automatiquement des rapports directement. Voilà, voilà, voilà. En dernier, il y a une possibilité. Euh, en fait, Prox Center intègre une solution d'intelligence, un chatbot intégré à votre plateforme. Donc, si vous allez pouvoir la configurer ici. Voilà. Intelligence artificielle. Donc, il y a une fonctionnalité à activer. Vous pouvez la connecter soit en cloud avec OpenAI, ChatGPT ou Anthropic Cloud. Mais aussi, le plus intéressant, c'est que vous pouvez héberger votre propre LLM avec Olama, une IA locale qui va vous permettre d'interroger un chatbot euh, pour avoir des informations directement. Quelle est votre consommation de CPU? Donne-moi les top 5 des VM qui consomment plus en RAM. Euh, voilà, donc il va interroger la base de données locale des métriques. Il va vous répondre par rapport à ce que vous avez demandé. Voilà, voilà, voilà. Donc, normalement, on a terminé. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu. Voilà. Donc, je vous dis salam alaikum. Aya. Ciao.